Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 23 février 2023. Est-ce que c'est une journée boursièrement parlant intéressante? Elle est intéressante simplement parce qu'on appelle ça la journée -1. Mais pourquoi -1? C'est parce que demain, c'est la journée zéro. Et la journée zéro, ça veut dire quoi? C'est la journée dans laquelle on a des nouvelles. Donc, demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Le taux d'inflation. Vous savez, il y a plusieurs types de statistiques là-dessus, mais finalement, apparemment, celle qui est la plus suivie par le monsieur Powell de la Réserve fédérale, c'est celui qui l'inquiète et tout ça, c'est celui de demain. Donc, comment dire, c'est un indice des prix de l'inflation à demain. Je pense que ça sort demain à 8h30, demain matin, et on va voir. Ce qui fait que le marché, finalement, il est plutôt, comment dire, neutre. Comme on dit que c'est un -1, que ça veut dire quoi, -1? C'est parce que boursièrement parlant, vous avez par exemple l'annonce, mettons, Apple annonce, mettons, dans 10 jours, les états financiers et donc le bénéfice qu'elle a fait par action et tout ça. Donc, c'est 10 jours avant. Bon, 10 jours avant, ça ne change rien. Mais 9 jours, 8 jours, 7 jours, 6 jours, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance, finalement, de cette date, finalement, cette date-là devient importante et ça influence finalement le prix. Donc, le prix d'un titre est déjà influencé avant que la nouvelle des états financiers sorte et naturellement, cette attente devient encore plus cruciale, plus importante au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance. Et naturellement, le prix du titre devient conditionné par rapport à l'attente qu'on a. Parce que les économistes ou les experts, ils trouvent que ça devrait être tel résultat plutôt que l'autre, et puis tout ça. Donc, quand je vous dis -1, ben, ça veut dire qu'on est tout près d'une nouvelle demain. On va voir qu'est-ce que c'est. Je dois vous dire que l'économie va bien, tout va tellement bien que finalement, ça donne l'impression que même si on augmente les taux d'intérêt, ça ne dérange pas. C'est à peu près ça. Un jour, ben, on ne peut pas en parler ici, mais ça s'appelle l'inflation déterminée par le supply. C'est-à-dire les gens ont l'argent, même si ça coûte un peu plus cher pour acheter des affaires. OK, ils ont l'argent. Parce que M. Powell, avec le COVID, avait tellement pompé d'argent, avec différentes façons de le faire, et que finalement, l'économie se retrouve en quelque sorte inondée d'argent, où les foyers personnels des gens ont plus d'argent de qu'est-ce que finalement, habituellement, ils ont. C'est ça la théorie. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire demain. Si demain, il nous dit que l'inflation est jugulée, ben, enfin, que ça continue à descendre, bien, finalement, M. Powell n'a pas l'autorisation, enfin, n'a pas la logique d'augmenter les taux d'intérêt au-delà du, mettons, 25 points de base au mois de mars. Mais si, par exemple, on n'arrive pas à calmer l'inflation, ben, peut-être il a l'intention de l'augmenter de 0,50. Donc, c'est ça qu'on ne sait pas trop, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un moment excitant, si on peut dire comme ça, boursièrement parlant. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, regardez, c'est marqué au tableau, parité du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que ça veut dire la parité du pouvoir d'achat? Pour vous donner tout simplement une idée de c'est quoi le sujet. Je dois vous dire, il y a eu peut-être il y a 20 ans à peu près, ou sinon plus, la revue britannique The Economist, qui parle d'économie, mais de politique, du social et tout sur la planète entière, qui est une très belle revue, une très belle hebdomadaire. Il a lancé, comment dire, une indication de la parité du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le Big Mac de McDonald's et il a voulu voir combien ça coûte le Big Mac de McDonald's dans les différents pays. Et donc, ça donnait toute une série de statistiques là-dessus, enfin, toute une série de prix. Et il disait, certains pays, c'est moins cher, par exemple, par rapport au dollar. Donc, toujours était référé au dollar US. Si aux États-Unis, ça coûte, mettons, 1 dollar, je ne sais pas, le Big Mac, il y a 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, combien ça coûte, mettons, si on le mange en Suisse, par exemple, ou si on le veut, par exemple, je ne sais pas, dans d'autres pays où il y a les Big Mac. Et c'était très amusant et très intéressant. Est-ce que c'était concluant? Non, parce que ça ne tenait pas compte de pas mal de contraintes. C'était simplement intéressant, amusant de voir combien ça pouvait coûter ce Big Mac pays par pays. Toujours avec une base aux États-Unis de, mettons, le prix aux États-Unis. Après, d'autres se sont collés à ça, et c'est le KFC, voyez-vous, c'est marqué ici, KFC, le Kentucky Fried Chicken.
Donc, peut-être c'est pas tellement populaire ici, je ne sais pas, mais moi j'ai vécu 18 ans aux Bahamas, et puis les gens mangeaient du Kentucky Fried Chicken, vous savez, les 25 morceaux, je sais pas, d'affaires. Et donc, ça aussi, ça servait à un certain moment, a été utilisé comme un indicateur comment dire, de la parité du pouvoir d'achat. Ça dépend si moi je prends le panier de Kentucky Fried Chicken aux Bahamas, ou si je le prends, mettons, au Canada, ou si je le prends, je ne sais pas, en Suisse, ben, les différences de prix, ils nous disent un peu quel est le taux de change implicite là-dedans. Donc, finalement, le Big Mac, comme le KFC ici, c'était essentiellement pour mesurer le taux de change implicite dans les devises. Mais ça n'allait pas vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, ce n'est pas vraiment scientifique, mais c'est intéressant, une curiosité. Nespresso a fait la même chose. C'est-à-dire, vous savez, cette machine espresso de Nestlé dans laquelle on met une capsule et puis ça sort le café. Eh bien, il nous disait, par exemple, qu'il y a peut-être 2 ans, si on achetait, par exemple, la capsule Nespresso d'une certaine saveur, et ça coûtait, mettons, 50 cents en francs suisses, notez que le franc suisse se dit CHF. F est pour franc, mais CH, c'est quoi? C'est parce que vous devez savoir que la langue, mettons, de base, en Suisse, que personne parle par contre, c'est le latin. Donc, CH, ça veut dire Confederatio Helvetica, et donc c'est en latin. Donc, Confédération helvétique. Mais la curiosité, c'est que ça se met en latin, et comme si le latin était la langue officielle en Suisse, parce qu'en réalité, ils n'ont que 3-4 langues officielles, et donc, mais c'est pour dire le CH, c'est ça que ça veut dire. Donc, Confédération helvética. Donc, ça coûte 50 cents de francs suisses, alors qu'aux États-Unis, ça vaut 70 sous. Donc, on fait la relation entre 0,50 francs suisses et 0,70 du USD, et ça nous donne un ratio de 0,71. Donc, ça, c'est le taux de change implicite dans les capsules de Nestlé, ou Nescafé, ou Nespresso. Naturellement, quel est le taux de change en même temps, franc suisse par rapport au dollar US? C'est 0,93. Donc, finalement, 0,93 est plus élevé que 0,71. Donc, on dit que le franc suisse est sous-évalué de 22%, la différence entre les deux. Est-ce que ça nous dit quelque chose qui va loin? Non, pas du tout. C'est simplement pour vous dire, mettons, le franc suisse est désévalué et sous-évalué par rapport au dollar US. Ben oui, mais ça, c'est par rapport à Nestlé et par rapport à Nespresso. Même chose est arrivé avec le iPad. Dans la terminologie, pardon, dans la bibliographie qu'on vous a ajoutée, vous verrez le iPad. Et combien ça coûte le iPad, par exemple, au Canada, combien ça coûte l'iPad, je ne sais pas, en Bolivie, et puis tout ça. Et là aussi, ça sert à comparer les prix. Mais naturellement, la comparaison des prix, ça reflète un taux de change implicite, mais qui finalement n'a aucune valeur comme telle. Par contre, si vous allez, Gary, veux-tu aller dans le... Oui, c'est ça. Revenons l'autre, le premier que tu avais. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi? Regardez, ça, c'est, par exemple, l'indice des prix pour un panier. À présent, là, on va dans des choses sérieuses. Les choses sérieuses, ça veut dire que c'est quoi la parité du pouvoir d'achat? Bien, la parité du pouvoir d'achat, c'est important, mais ce n'est pas celui de Big Mac et tout ça. Mais c'est pour vous dire, ça correspond, quand on dit Big Mac, KFC, Nespresso et iPad, c'est parce que ça correspond à un certain besoin de savoir. Par exemple, si vous allez dans un pays où, par exemple, mettons, c'est moins que 100, regardez, selon ce que vous avez ici au tableau, regardez. Donc, veux-tu le mettre en français, s'il te plaît? Lower. Non, ça ne vient pas. Non, OK. Mais d'où ça. Est-ce qu'il dit traduire en français? Ici. Traduire en français. Il n'est pas là? Bon. Ah, mais c'est Google.
C'est Chrome? Chrome. OK. Parce que moi, je l'ai en français sur le mien. Bon, mais finalement, peu importe. Regardez, il vous dit par exemple, euh, ce tableau-là, il va vous donner par exemple le OCDE. Non, mais pourquoi le OCDE? C'est parce que le premier à prendre au sérieux, finalement, le taux de change entre les pays est l'équivalent du pouvoir d'achat comme comparaison. Ça a commencé en 1948. En 1948, à Paris, ça s'est formé une organisation qui s'appelle l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est un gros organisme, finalement, de consultation. Ça sert au pays ça sert aussi pour quand on veut prêter de l'argent à un pays. Ça permet de comprendre pas mal de choses. Mais il y a autre chose à voir, mais ici, ce n'est pas le sujet. Mais il a été fondé en 1948. Et à quoi ça servait? C'est que les États-Unis s'étaient en quelque sorte taxés, auto-taxés, pour donner de l'argent à l'Europe pour la reconstruction. D'un côté, c'était très noble parce que ça voulait dire si on ne permet pas aux pays détruits de se reconstruire, on se retrouve avec un Hitler tôt ou tard et puis ça recommence la guerre à nouveau. Donc l'idée, c'était de les aider, mais aussi il y avait le risque du communisme. 1948 est une année dans laquelle, par exemple, Staline, qui était le patron de l'Union soviétique à l'époque, voulait par exemple prendre toute la ville de Berlin. Donc il faisait un siège autour de la ville et pour pouvoir, mettons c'est ça, qu'on lui concède toute la ville. Mais la ville était répartie en 4 puissances et donc les Américains ont dit non. Et en 1948, finalement, les avions américains, mais pas seulement américains, à centaines arrivaient tous les jours à l'aéroport de Berlin pour porter aux gens à manger et à survivre le siège que Staline a fait. Une année après, finalement, Staline a dû rebrousser chemin. Ça lui coûtait trop cher de continuer à faire son siège et donc il a abandonné. Mais 1948 est la naissance de l'OTAN. L'OTAN est né justement avec le risque que ça donnait l'Union soviétique à l'époque, la première fois, avec M. Staline. Donc en 1948, non seulement il y a ce problème de Staline, du communisme, mais c'est le problème que l'Europe est détruite, surtout l'Allemagne. Il ne restait plus rien en Allemagne, sauf peut-être une petite cathédrale à droite et à gauche, mais pour le reste, il ne restait plus rien. Et donc il fallait reconstruire. Et donc ils ont fait un plan Marshall. Marshall, c'était un général américain lequel avait suggéré justement, si on veut sauver l'Europe et éviter qu'elle devienne communiste, il faut mettre de l'argent. Donc finalement, les Américains ont donné 173 milliards de dollars US, mais dans l'actuel. Je ne sais pas à l'époque combien de milliards c'était, mais rendu à des milliards d'aujourd'hui, ça faisait 173 milliards. Donc, regardez, c'était supérieur à 10% du PIB des pays européens. Non, ça allait tellement mal en Europe que finalement, ça c'était, regardez, supérieur, ce montant-là, c'était supérieur à 10% du PIB des différents pays qui avaient été détruits, France incluse, et tout ça. Donc, et 85% c'était des dons et 15% c'était des prêts. Finalement, à quoi ça sert le OCDE? C'est qu'il devait décider combien d'argent donner à chaque pays pour sa reconstruction. Et donc, il y avait des clauses là-dedans et puis tout ça. Donc, en quelque sorte, l'OCDE est un anticipateur du parité du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que, finalement, en aidant les différents pays, finalement, ça servait à voir, finalement, selon la richesse ou la pauvreté d'un pays, ou la capacité de se reconstruire et tout ça, combien d'argent ces gens-là devaient avoir. Finalement, c'était aller vers une sorte de parité du pouvoir d'achat entre les différents pays européens. Et voilà, donc il y a tout ça. Et juste pour vous, ça c'est donc l'OCDE, donc pour le plan Marshall. À présent, si vous regardez des tableaux, par exemple, à quoi ça sert finalement? L'OCDE, qu'est-ce qu'elle fait? À partir de 1951, c'est l'année à laquelle termine le plan Marshall, et donc les 173 milliards ont été distribués en Europe. Et finalement, l'OCDE se donne comme mission de calculer la parité du pouvoir d'achat entre les pays. Donc, c'est quoi cette parité de pouvoir d'achat? C'est le rapport du prix d'un panier de biens à un endroit divisé par un endroit dans un pays, divisé par le même panier à un autre endroit. Et c'est ça qu'on fait. On compare le Big Mac, si vous voulez, le prix du Big Mac dans un pays par rapport au prix du Big Mac dans l'autre. Naturellement, l'OCDE
ne prend pas le Big Mac, prend tout ça. Regardez, moi j'ai pris note de qu'est-ce qu'ils font. Ils utilisent 30, regardez, ils utilisent 3000 biens. Ils évaluent pour chaque pays, pour 3000 biens et services de consommation, 30 professionnels dans l'administration, 200 types de biens d'équipement et 15 projets de construction. C'est-à-dire, ils prennent plusieurs aspects de l'économie du pays et là, ils trouvent quelle est la parité, finalement, que ça devrait être un pays par rapport à l'autre. À quoi ça sert? Ben, ça sert à comparer les économies à travers le produit intérieur brut. Ça donne la consommation individuelle réelle et ça donne la comparaison des prix entre un pays et l'autre. Donc, est-ce que les statistiques, vous avez 7 ou 8 ou 9 items de référence. À vous de fouiller là-dedans, parce que le sujet est vraiment très large, mais le but, finalement, principal, ça pourrait être aussi banal que de choisir le pays pour aller en vacances. Si vous trouvez, par exemple, est-ce qu'on peut voir la Suisse, s'il te plaît, Gary? Oui. Regardez, ça, c'est vraiment la parité du pouvoir d'achat. Donc, calculé avec toute la complexité de l'OCDE. Il vous dit qu'en Suisse, ça coûte 147. Enfin, le niveau est 147. Si vous regardez les États-Unis, en bas, tout en bas, tout en bas, les États-Unis sont 100. Donc, ça, c'est la base. Donc, ce qui coûte 100 aux États-Unis, quand vous êtes en Suisse, ça vous coûte 147. Donc, ça devient des vacances pas mal chères aller en Suisse, avec 47% plus cher. Par contre, ça vous permet d'autres pays. Je ne sais pas, le Mexique, chacun a son opinion sur le Mexique, mais ça vous coûte, mettons, sur 100 $ que ça coûte aux États-Unis et au Canada, plus ou moins c'est la même chose, là, ça vous coûte 56. Donc, pour ça qu'un paquet de monde va en vacances au Mexique, c'est pas cher. Si vous regardez le moins cher de tout, ça serait quoi? Il y a la Pologne, 52. C'est un beau pays, mais ce n'est pas vraiment un pays pour se dorer au soleil. Qu'est-ce qu'il y a? La Turquie. La Turquie, c'est déjà trop le 36 qui est là. Donc, le 36 qui est là, ça veut dire que ce qu'on paye 100 $ en Amérique du Nord, eux, ça coûte juste 36 $. Théoriquement, pour les vacances, c'est super. Mais là, à présent, c'est moins que 36. Malheureusement, ils ont subi les tremblements de terre avec un massacre de à peu près 40 000 personnes qui sont décédées. Ça détruit et ça fait mal à l'économie. Voilà, si on continue à descendre, regarde. Voilà, lui, qu'est-ce que ça nous donne? Ah oui, ça, c'était le prix le iPad. Donc, à vous de vous regarder. Plus ou moins, c'est le même prix à peu près par tout le monde. Naturellement, en Suisse, ça coûte plus cher. Et puis, si vous allez plus loin encore. Non, c'est tout. On avait donc le troisième. Oui. Dans le numéro 3 de la référence, regardez, vous avez le produit intérieur brut en fonction de mes Current International Law par pays. Donc, ça, c'est fait par différents organismes comme l'ONU, comme l'IMF, comme la Banque mondiale et la CIA. La CIA, celle qu'on voit dans les films d'espionnage et tout ça. Et il vous donne finalement quel est pour chaque habitant, c'est-à-dire c'est la production du pays divisé finalement le nombre d'habitants dans le pays. Et ça vous donne par exemple que le Luxembourg, c'est vraiment, on dirait, chaque individu est plus cher. Enfin, il est riche. Tandis que si on va voir qu'est-ce qu'on pourrait voir? Le Canada, il est à combien? Oui. Ah oui, il faudra arrêter. Oui. Le Canada, est-ce que tu le vois? Ah oui. Le Canada, 57 000. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire juste, mais la France, voyez-vous, c'est 56 000. Enfin, c'est la valeur du produit intérieur brut pour chaque citoyen. Je crois que c'est tout. Je dois vous dire que les références que je vous ai données sont nombreuses. Mais parce que le sujet est vraiment très important, parce que au-delà, les pays qui donnent de l'aide à d'autres pays tiennent compte de la parité du pouvoir d'achat. Parce qu'on ne peut pas donner 100 millions, par exemple, à un pays sans savoir que le 100 millions veut une certaine valeur de pouvoir d'achat dans leur pays. Donc, c'est ça que c'est la parité du pouvoir d'achat. Mais une fois dit tout ça, on va voir demain qu'est-ce que ça va être finalement le taux de chômage. Pas le taux de chômage, mais le taux d'inflation, pardon.